Je me souviens d'une personne qui était licenciée en lettres modernes, qui s'est reconvertie en informatique, et je lui ai dit « mais la bascule n'a pas été trop compliquée à faire ?» Elle me dit « mais après tout, c'est que du langage ». Et à ce moment-là, ça devient soudain très féminin, mais c'est juste une représentation. Vous êtes d'accord, Frédéric, avec cette analyse ? Oui, parce que, déjà, il y a plein de différents types de langages en informatique, et c'est beaucoup plus neutre que le français, qui enlève complètement le sexe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Internet, le podcast de Numérama. On vous parle de tech, de culture, de sciences et autres thèmes mirobolants du net. Je suis Nelly Lesage, journaliste chez Numérama et animatrice de ce podcast depuis déjà une saison. En parlant de saison justement, Club Internet tourne une nouvelle page de son histoire. Cet épisode ouvre un nouveau volet, une 3e édition, bref, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, on change à nouveau d'univers. En compagnie de mes invités, je vous propose désormais chaque mois de débattre autour de sujets qui font l'actualité technologique. Et aujourd'hui, une question nous taraude, le code a-t-il un genre ? À mes côtés, pour en discuter, j'accueille 2 chercheuses, Isabelle Collet et Frédéric Krupa. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Un peu fraîchement, mais tout va bien. Pareil pour vous, Frédéric ? Oui, très bien. Fraîchement. Alors du coup, je vais vous présenter brièvement pour nos auditeurs, auditrices qui ne vous connaîtraient peut-être pas, qui n'ont pas encore la chance de vous connaître puisqu'ils vont vous découvrir. Isabelle Collet, vous êtes donc informaticienne. Vous avez fait un doctorat en sciences de l'éducation sur la masculinisation des études d'informatique. Et vous êtes actuellement maître d'enseignement et de recherche sur les questions de genre et d'éducation à l'Université de Genève. C'est bien ça ? C'est bien ça. Le portrait robot est complet ? Ça va. Et vous avez publié en 2006 un ouvrage dont je me suis un petit peu inspirée pour le nom de cette émission, « L'informatique a-t-elle un sexe ?» Quant à vous, Frédéric Krupa, vous êtes doctorante à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialisée dans le design industriel et le genre. C'est toujours bon ? Oui. Et votre thèse a été présentée en octobre. Vous souhaitez donc devenir doctoresse en arts et sciences de l'art option design. Oui. Et le thème de votre thèse, c'est le jeu vidéo pour filles, le genre, la technologie, le design au service du recrutement des femmes dans les technologies de l'information et de la communication. Point d'interrogation. Ce point d'interrogation est extrêmement important. Effectivement, j'avais oublié dans le ton, il n'était pas présent. Donc oui. On rectifie le tir. Merci à toutes les 2 d'avoir accepté mon invitation pour ouvrir cette 3e saison de Club Internet. Et du coup, j'ai envie de commencer avec une question peut-être simple mais essentielle pour cet épisode. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le code est neutre ? Alors, le code en soi est neutre, comme la science est neutre, ou n'importe quelle connaissance ou n'importe quel savoir en soi pourrait être neutre. Après, la manière dont on le voit, dont on imagine, dont on se représente, les personnes qui l'exercent, les gens qui développent et les discours autour du code, non, celui-là, ça, c'est pas neutre. Mais en soi, le code, la science, c'est ni rose ni bleu, la science, c'est neutre. C'est un avis que vous partagez, Frédéric ? Oui, absolument. Je dirais que c'est surtout dans l'idée qu'on fait de la personne qui la pratique plutôt que l'objet lui-même, que le genre se manifeste de manière très prononcée et surtout de plus en plus prononcée. C'est ça qui est un peu inquiétant. Mais alors du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vraiment parler de la forme du code, moi ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de poser cette question de le code, c'est un langage finalement comme la langue française. Oui. On peut dire, je pense, sans trop se tromper, que la langue française est genrée. Tous les jours, on emploie des mots et arbitrairement, on a choisi un genre pour beaucoup de ces mots. Est-ce que le code, du coup, il échappe à ça ? C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Alors, il y a eu une période, je dirais au début des années 2000, où il y avait des mouvements cyberféministes et cyberactivistes qui se sont posés des questions sur est-ce que le langage du code était genré. Voilà. Par exemple, avec des questions comme, à force d'utiliser des termes tels que « aborte », ou bien des processus zombies, ou ce genre de thème. Est-ce que ça faisait pas trop directement des appels du pied à un univers plutôt masculin ? Et puis en face, ils ont dit, il y a la carte mère, après tout, ça se serait... Donc il y a eu ce travail un petit peu sur les termes. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense réellement que la démarche algorithmique et les termes que l'on emploie pour la démarche algorithmique, ma foi, ils sont tout à fait neutres. Et d'ailleurs, comme vous dites, c'est un langage.
Si on gardait à l'esprit que c'était un langage, on oublierait peut-être un peu que, soi-disant, c'est des maths. Je me souviens d'une personne qui était licenciée en lettres modernes, qui s'est reconvertie en informatique, et je lui ai dit, mais la bascule n'a pas été trop compliquée à faire. Elle me dit, mais après tout, c'est que du langage. Que j'apprenne l'anglais, le latin ou le code, c'est que du langage. Et à ce moment-là, ça devient soudain très féminin. Mais c'est juste une représentation. Vous êtes d'accord, Frédéric, avec cette analyse ? Parce que, déjà, il y a plein de différents types de langages en informatique et c'est beaucoup plus neutre que le français. Donc, moi, je suis anglophone principalement et c'est vrai qu'une des grandes difficultés avec le français, c'est que absolument tout est genré. Tous les objets qui sont complètement neutres attrapent un genre à travers ce langage qui influence aussi la manière dont on réfléchit et souvent le féminin est considéré, plutôt déconsidéré. Donc l'anglais a quand même l'opportunité d'avoir cette troisième catégorie qui est le it. Qui est neutre et donc ça facilite un peu les choses. Donc je pense que l'anglais est moins genré par exemple que le français, mais que les langues eux-mêmes c'est beaucoup plus la logique et les maths et un niveau d'abstraction qui enlève complètement le sexe et le genre de sa pratique. Donc du coup, ça veut dire qu'avec le code à source, on aurait créé un langage qui serait complètement neutre. Donc ça pourrait exister finalement. Est-ce que ce serait un exemple de cette réalisation ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? C'est un fantasme qui a beaucoup existé sur l'algèbre, par exemple, et le formalisme des maths. En se disant que finalement, c'était un formalisme exempt de toute représentation. Je pense que les humains aiment vraiment beaucoup les représentations et qu'après on va projeter à peu près n'importe quoi sur ce qu'on veut. Je me souviens d'avoir lu des analyses qui disaient que les 0 et le 1 de l'informatique, le 0 c'était un cercle, donc c'était le féminin, et le 1 c'était un bâton, donc c'était le masculin. Le 0 et le 1, ils y sont pour rien là en l'occurrence. C'est vraiment que les projections qu'on va mettre dessus. En fait, la question derrière ce que vous posez, c'est est-ce qu'on est capable de penser en dehors de la binarité sexuée ? Alors, ce serait intéressant, hein, enfin, ne serait-ce qu'en termes de défis intellectuels, d'utopie, ouais, ce serait intéressant. Il y a eu des essais sur Internet à une époque, quand il y avait cette plaisanterie qui tournait en disant sur Internet, personne ne sait si vous êtes un chien. On pourrait dire sur Internet, je me souviens d'une phrase qui disait « What is gender? Gender is a set of pronouns ». C'est-à-dire finalement le genre c'est juste le jeu de pronoms que vous utilisez. Mais de fait, pour avoir fait travailler des étudiants et des étudiantes sur de quel sexe êtes-vous sur Internet, on s'est rendu compte qu'on était du sexe qui correspondait à l'endroit où on parlait. Je veux dire par là que dans les forums santé-beauté, il y avait des hommes qui se faisaient passer pour des femmes pour pouvoir discuter sur ces forums sans qu'on leur demande « Ah tiens, un mec, ça alors, c'est marrant !» Et des femmes qui se faisaient passer sur des hommes dans des forums de jeux vidéo juste pour qu'on leur foute la paix, qu'on les drague pas ou qu'on les insulte pas. Donc finalement, même sur Internet, où on peut être du sexe, du genre ou de ce qu'on veut, eh ben on va se réaligner sur ces stéréotypes simplement pour passer inaperçu, pour avoir le droit à l'indifférence. Donc, en fait, est-ce qu'on est capable à partir de quelque chose qui pourrait être neutre, de penser en dehors des catégories de sexe, c'est difficile. Manifestement, c'est très difficile. Absolument. Mais alors, du coup, vous qui connaissez très bien l'informatique et qui pratiquez au quotidien, est-ce que vous avez quand même croisé, parfois dans vos travaux, des codes où là, vous vous êtes dit, tiens, j'ai l'impression que dans ce code, il y a des éléments de genre, ou en tout cas, tout à l'heure, vous me parliez, par exemple, de carte-mère. Alors, est-ce que ça vient plutôt d'une traduction ? Est-ce que quand même, quand vous avez vu des lignes de code, vous vous êtes peut-être dit, il y avait un élément de genre ou pas dedans ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, donc actuellement, je suis à l'école 42 en train de faire une action recherche postdoctorale pour voir un peu la pédagogie peer-to-peer. Et donc, j'apprends en devenant informaticienne. Donc, j'apprends à programmer assez douloureusement d'ailleurs. C'est pas le truc le plus, le plus inné. Mais on a eu une discussion assez intéressante justement aujourd'hui autour de l'éthique et de l'IA et les données. Et le problème n'est pas l'algorithme en général, par exemple, qui est genré, c'est les données qui vont refléter le biais qui est dans la société. Donc, on parlait de systèmes qui reflètent les valeurs de la société plutôt que être un problème en lui-même. Donc, c'est pas l'informaticien ou l'informaticienne en train de programmer un algorithme de IA qui est en train de créer le biais. Le biais
est déjà intégré dans les données qui sont en train d'être analysées, par exemple. Donc, c'est plus subtil que... manifestement dans le code. Le code, pour moi, c'est probablement le langage le plus neutre qu'on pourrait pratiquer. D'accord, vous êtes convaincu de sa neutralité. Oui. Et par exemple, ce dont vous me parlez, ça me fait penser à un exemple, celui d'Amazon. Peut-être vous avez entendu parler de ça, d'Amazon qui a développé une IA qui permettait de trier les CV. De candidates et candidats à l'entretien d'embauche. Et effectivement, c'est vrai qu'elle notait systématiquement moins bien les femmes, parce qu'elles étaient des femmes, puisque l'IA avait été entraînée avec des profils d'hommes, et donc elle avait des biais. C'est ce dont vous venez me parler à l'instant. Est-ce que quand même, vous avez la sensation que le code véhicule une représentation du monde ? Est-ce que, donc vous me dites que c'est neutre, que ce serait donc un langage neutre, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même dire que ce langage véhicule quelque chose ? Alors moi, je dirais que le fait de coder, ça véhicule une représentation du monde. Je veux dire par là, je me souviens d'une remarque qu'avait fait un ingénieur du fameux Xerox Center Park, ce lieu où on a fait beaucoup d'innovations informatiques, où il disait « Bon, nous informaticiens, ça y est, on a gagné. Tout le monde est obligé d'utiliser nos programmes, on définit le monde. Maintenant, on va falloir écrire des programmes qui marchent. » Bon, c'était évidemment pour faire rire sa session de formation, mais il a dit quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que quand on programme, puisqu'on essaie de modéliser le monde ou un certain nombre de procédures qui fonctionnent dans la société, on peut avoir l'impression que non seulement on comprend le monde parce qu'on le modélise, mais qu'en plus, la manière dont on le modélise est la manière dont on doit fonctionner dans le monde. C'est-à-dire que vous aimiez ou pas l'informatique, que vous avez envie ou pas d'en faire, vous êtes obligé aujourd'hui, sauf si vous vivez dans un endroit très retiré, en complète autonomie avec des moutons, vous êtes obligé de passer sous les fourches codines des informaticiens et des 2-3 informaticiennes. Bref, vous êtes obligé de vous adapter aux interfaces qui existent, aux logiciels, aux procédures qui existent. Du côté de ceux et de quelques celles qui codent, ça peut donner un sentiment de pouvoir extraordinaire. Et à ce titre-là, oui, le code produit des représentations du monde parce qu'il donne l'impression à ceux qui l'exercent d'avoir la main sur le monde et la main sur la forme du monde. Pur fantasme de pouvoir, évidemment, mais on y tombe facilement, effectivement. Et du coup, vous, Frédéric, qui commencez donc à découvrir ce code, vous l'expliquez douloureusement, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, là, en le découvrant maintenant, vous abondez avec cette idée ? Oui, c'est vrai que le problème de modélisation est quelque chose qui devient assez important, mais c'est vrai qu'il y a dans cette procédure une simplification qui perd beaucoup de détails. Et le problème là-dedans, où l'humain qui est en train de faire cette simplification peut rentrer, c'est des raccourcis qui estiment plus ou moins que l'audience pour ce cercle devient de plus en plus petit. Donc, par exemple, si c'est des personnes qui se trouvent moins de 45 ans, par exemple, ils ne vont pas nécessairement considérer les capacités de vision qui décroît avec l'âge, le manque de flexibilité ambidextre des enfants. Donc, il faut quand même pouvoir comprendre que l'audience va être plus large que les personnes avec qui on travaille, par exemple. Il y a les recherches qui avaient été faites, je me rappelle bien, c'était au MIT, les reconnaissances faciales qui ne travaillaient littéralement qu'avec des blancs, comme on dit. Des blancs. Et donc, la fille qui était africaine-américaine devait mettre un masque blanc pour se faire reconnaître, par exemple, par la caméra. Et l'idée qu'il faut avoir une palette plus large, par exemple, vient vraiment du fait que quelqu'un d'autre qui est atypique rentre dans le cercle de production. Et c'est une des raisons qu'on cite souvent pour ce besoin de diversité au-delà de juste l'homme blanc, mâle, 45 ans, en tout de 45 ans, entre 25 et 45, hétérosexuel, de classe moyenne supérieure. Donc c'est vrai qu'il y a une homogénéité dans
la force ouvrière en informatique. Du coup, vous me parlez de cette homogénéité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien avec la fameuse culture geek? Alors, c'est un peu une expression large, on peut mettre beaucoup de choses dedans, fourre-tout. Mais est-ce que, on ne peut pas dire que la culture geek joue un rôle dans tout ça? Alors évidemment, elle joue un rôle, mais ce qui est marrant avec la culture geek, c'est que vous avez aussi bien Mon voisin Totoro. On ne peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus dans la masculinité hégémonique, c'est moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, tous les films de Hayao Miyazaki sont plus féministes qu'autre chose. Et vous avez en même temps Conan le barbare. Donc on a tout. Un grand écart. On n'a pas forcément... Alors, par contre, c'est comme si on en diffusait et on en faisait la promotion essentiellement de dimensions plutôt grand barbare musclé avec grosse épée, d'un côté, ou bien courir dans les couloirs avec des gros flingues pour tuer les monstres. C'est une petite fraction de la culture geek, en fait. Et enfin, en ce qui me concerne, dans mon passé d'informaticienne ou dans mon passé de joueuse de jeux de rôle, qui sont quand même deux domaines qui se croisent assez souvent et réputés masculins, c'est probablement l'endroit où j'ai rencontré les hommes les moins axés sur cette fameuse masculinité hégémonique. Alors la masculinité hégémonique, c'est la force physique, la capacité à sauter toutes les filles, enfin c'est ce genre de représentation, c'est pas les symboles de la culture geek. Donc pour le coup, il y a toute cette marge de manœuvre qui est assez peu mise en avant dans la culture geek et qui est également extrêmement présente. Quand on parle du côté masculin de la culture geek, finalement on se focalise sur une toute petite tranche. Et là je vais faire un pont vers les jeux vidéo parce qu'on a une spécialiste. Justement, j'allais dire. On a une spécialiste à table. Les premiers jeux vidéo, c'était Pong, c'est-à-dire 2 raquettes de tennis de part et d'autre d'un écran avec une balle qui rebondit. Ça n'a rien de masculin, Pong. Tetris, qui fait partie des jeux vidéo les plus célèbres, on empile des blocs, ça n'a rien de masculin. Actuellement, il y a autant de joueuses, et même un peu plus sur la tranche des 25-35 de joueuses que de joueurs. Alors effectivement, c'est pas les mêmes jeux. Et pourtant, on a tendance à dire seuls les garçons jouent. La culture geek, c'est beaucoup plus vaste que la toute petite lorgnette que l'on imagine d'ordinaire. Et je te passe la balle sur le jeu vidéo. Ok, donc c'est vrai que pour moi, la culture geek n'est pas le bon terme à utiliser parce que la culture geek englobe pas nécessairement les gens qui produisent du code, c'est des consommateurs en réalité. Plus des gens qui vont jouer aux jeux vidéo, qui vont avoir une relation de consommation essentiellement. Pour moi, si on parle vraiment d'un lien de culture alternative au code, c'est plutôt la culture de hacker et en particulier le fait que, on peut faire une taxonomie de différence entre le terme geek et hacker, mais c'est différents types de masculinité. Et ce qui est important, c'est, il y a ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, qui est un genre de hyper-virilité, extrêmement extraverti, agressif. C'est vrai que la masculinité qui est liée au hacker, parce que c'est vraiment aussi une identité extrêmement masculine, est le genre de winner du XXIe siècle qui est plutôt la prouesse intellectuelle. Donc, il y a ce côté qui néglige le corps, qui est potentiellement vécu comme quelque chose de menaçant pour beaucoup d'informaticiens qui n'ont pas envie de s'associer à ce côté cérébrale qui ignore sa santé, sa physique, sa présence corporelle, son hygiène, ses capacités à s'habiller, et qui vont potentiellement rejeter ça. Mais c'est vrai que donc les femmes, je pense, sont moins menacées, mais il y a des vrais dangers pour moi dans l'identité du hacker, qui est une genre de capacité de travail immense, sans limite. Ça se marie très mal avec la vie réelle des parents, par exemple. Pas juste les femmes, les hommes aussi subissent ce genre de pression assez considérable. Donc, c'est le hacker qui est le problème, c'est pas le geek. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis sur les hommes se sentent menacés plus que les femmes, je l'avais vu dans un questionnaire que j'avais fait passer à des étudiants en sciences de première année, où je leur demandais s'ils envisageaient de faire des études d'informatique, d'une part. Alors, ils étaient tous en sciences, mais ça pouvait être différentes filières. Et puis, ils avaient un certain nombre d'items où ils devaient me cocher ceux qui représentaient, à leur avis, l'informaticien ou l'informaticienne.
Alors là, on avait des scores énormes sur l'informaticien, porte des lunettes, ça c'est vraiment tous, hein, vraiment c'était le signe le plus significatif. Mais aime la technique, aime la science-fiction, aime le rapport à la machine, ne sait pas s'habiller, n'est pas sportif, ne sort pas, enfin, voilà, l'archétype était très très bien marqué. Et puis ensuite, dans les questions ouvertes où il devait me citer pourquoi il deviendrait ou ne deviendrait pas informaticien, seuls les garçons convoquaient l'image du geek ou hacker comme repoussoir, et pas les filles. Bah oui, parce qu'en fait, les filles, ça les menace pas. L'informaticien type qui est supposé être ce personnage-là, avant tout, il est masculin. Donc les filles, ça les repousse pas, elles le craignent pas, sauf que comme d'abord, il faut être masculin, donc elles n'ont même pas besoin d'être repoussées par cette image. Elles entrent juste pas. Alors que les garçons ont besoin de s'en démarquer. Je me souviens d'un informaticien qui me disait qu'il était passionné, et à un moment, il me dit « Mais je fais du sport, hein !» Ouais, super. Mais il avait besoin de me prouver qu'il était quand même un être normal. Par contre, je ne suis pas sûre que les filles ne sont pas repoussées par ça, mais dans le cas de ce questionnaire, c'est vrai que c'était vis-à-vis d'une décision personnelle pour aller vers ces disciplines. Et donc, le stéréotype du hacker ne présentait pas une menace. Pour elle, voilà. Pour elle, à ce moment-là. Ouais. Mais une fois qu'on se retrouve dans un milieu absolument encerclé de hackers, c'est vrai qu'à ce moment-là, être l'autre, la personne à l'extérieur peut devenir quelque chose d'extrêmement fatigant à assumer. Donc, bien que dans ce cas-là, moi je dirais pas que c'est complètement neutre pour les femmes, ce stéréotype. Je pense qu'il y a des normes qui peuvent potentiellement encourager les femmes à considérer qu'elles ne sont pas légitimes. Voilà. Qu'il faut ce type de comportement, d'idéologie pour être vraiment crédible dans la pratique. Et c'est vrai que 42, c'est pas eux qui font le meilleur code, hein, bizarrement. Donc, pas les filles, hein, les hackers. C'est les gens qui rentrent bien dormir, qui sont sérieux, qui s'appliquent. Donc, c'est pas juste une école pleine de geeks non plus. Donc, voilà. Du coup, vous évoquez un élément dont je voulais parler aussi pendant ce podcast, c'est que donc, les femmes, effectivement, sont moins nombreuses dans les filières scientifiques, les filières de l'informatique. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce qu'en ne suivant pas ces filières, quelque part, elles ne participent pas aussi... Alors, j'ai bien compris que vous pensiez que le code était neutre, mais est-ce que, en n'allant pas vers ces lieux-là, est-ce que ça ne donne pas une image masculine du code, finalement ? Ah bah oui, ça évidemment, c'est-à-dire quand on voit qu'actuellement dans les filières courtes de type BTS, DUT, il y a moins de 10% de filles, et que dans les filières d'ingénieurs, on passe les 10%, mais on passe pas vraiment les 15%, forcément, quand on dit aux élèves les métiers n'ont pas de sexe, il n'y a aucune raison qu'ils vous croient. Enfin, ils voient bien que les métiers, de fait, ont un sexe, l'informatique c'est masculin, et l'enseignement primaire c'est féminin. Donc évidemment, ça donne ces images-là. Enfin, c'est le fond de ce que je voulais dire dans ma thèse, c'est pas tant que les femmes elles y vont pas, c'est que les hommes y vont extrêmement massivement. C'est vrai que mon travail était plutôt sur les femmes en informatique aux États-Unis. Donc, je focalise un peu plus sur les statistiques d'Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, une baisse de pourcentage de femmes depuis 1986. Et c'est une baisse qu'on observe plus ou moins dans tous les pays anglo-saxons et européens. Je dirais européens. En réalité, il faut déjà pouvoir avoir accès à ces statistiques. Et tous les pays ne le considèrent même pas assez important à suivre. Donc, quand on regarde la baisse qui était de 35% de femmes qui avaient leur bachelor, ce qui est l'équivalent de Bac plus 4 aux États-Unis, les chiffres ont baissé et maintenant se trouvent aux alentours de 14%. Donc, c'est vrai que la recherche d'Isabelle sur les écoles d'ingénieurs françaises ont démontré pas une baisse de femmes, mais surtout un engouement des hommes. J'ai pas pu faire le même travail aux États-Unis parce qu'ils ne publient pas les chiffres actuels de leur classe, de leurs étudiants. En brut. Oui, en brut. Ils ne donnent que les pourcentages. Et donc, et c'est vrai que vu qu'il y a un engouement et qu'il y a de plus en plus d'étudiants, s'il y a beaucoup plus d'hommes, il y a de moins en moins de femmes au point où elles deviennent pratiquement invisibles. Donc, ça renforce aussi le côté masculin de la profession. Si on regarde, par exemple, surtout les pionnières
de la discipline. Bon, tout le monde parle de Ada Lovelace, mais il y a plein de femmes, Beth Holberton, les femmes qui travaillaient sur l'ENIAC, Grace Hopper, tu me parlais de Lecoq. Lecoq, oui. Essentiellement, c'était des femmes qui étaient vraiment les pionnières de l'informatique, qui venaient souvent d'équipes de calculatrices manuelles. Elles travaillaient souvent dans des laboratoires scientifiques et elles étaient chargées de faire tous les calculs. Et à ce moment-là, la gloire était vraiment dans la création des machines. Les ingénieurs, eux, la partie difficile et glorieuse, c'était créer cette machine à calcul. C'était la création du système et le calcul, c'était pas très amusant. Par exemple, l'ENIAC, ces pauvres femmes travaillaient dans des énormes hangars réfrigérés, donc on les appelait des refrigerator ladies, des femmes au frigo. On a connu plus positif comme ça. Et même qu'on les photographiait en train de travailler, il fallait tout brancher manuellement avec des câbles, réparer les switches. Enfin, c'était un travail assez ingrat pour faire marcher ces machines. Les peu de photos qui avaient circulé d'elles faisaient penser que c'était des mannequins qu'ils avaient engagés. Donc, il y avait tout un mythe autour de ça. Non, mais c'était vraiment les premières informaticiennes. Et d'ailleurs, elles ont eu des belles carrières derrière, en particulier Beth Holberton. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec le prestige de l'informatique qui va commencer à remplacer la machine comme la grande poule aux œufs d'or du XXIe siècle, que ce basculement de prestige va inciter de plus en plus d'hommes à rentrer dans cette discipline. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes deviennent quasiment invisibles au point où on oublie même que les pionnières étaient des femmes. Pour moi, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que quand j'avais démarré ma thèse il y a 6 ans, pour moi, c'était un état naturel. Et d'ailleurs, on a débattu du terme naturel dans ma thèse. Parce que pour moi, la masculinité de l'informatique n'est pas naturelle. C'est extrêmement artificiel. Et surtout, elle a beaucoup évolué avec le temps. Et tristement, elle devient de plus en plus masculine. Il y a de moins en moins de femmes relatives aux hommes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Et donc, si on parle parce que tout le monde parle d'augmenter les pourcentages de femmes, la question est vraiment c'est même plus une question de code, je pense que c'est plus une question de compétition pour les jobs les plus prestigieux, les opportunités, le prestige, le pouvoir, et que le terrain se déplace de l'analyse du code comme l'élément qui est masculin vers l'environnement et la culture autour du code. Et c'est là pour moi que les enjeux se jouent le plus finement. Et du coup, au risque d'être un peu provocatrice, donc vous m'expliquez qu'on a ouvert le code, enfin en fait le code était fait par des femmes à une certaine époque, mais aujourd'hui... Et des hommes aussi, hein. Dans tout cas, les femmes ont pris part à ces évolutions. Il y avait beaucoup de pionnières. Alors moi du coup, évidemment, des années plus tard, quand on fait une petite recherche sur YouTube, qu'on tape comment apprendre la programmation, je vous mets un petit extrait des différentes vidéos qu'on peut trouver, vous allez voir que c'est pas très féminin. Hey bien, salut à tous, c'est Graben pour ce premier épisode sur l'apprentissage du langage Python. On parle souvent des grandes écoles comme Superfo, Epita ou Epitech qui te promettent de devenir des bêtes de course en informatique et de trouver un job de rêve. La question qu'on pose probablement le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est comment on fait pour apprendre l'informatique. Donc voilà, on entend beaucoup d'hommes nous parler de code sur YouTube, nous expliquer comment faire. Et donc vous m'expliquez qu'à une époque, les femmes ont eu accès à ça, ont pu en tout cas y prendre part. Donc questionnement un petit peu peut-être provocateur, mais puisque aujourd'hui il y a beaucoup moins de femmes visibles dans ce domaine, est-ce qu'on peut pas juste en déduire qu'elles se sont désintéressées, que ça leur plaît pas et que du coup c'est pour ça qu'elles n'y vont pas? On les a poussées dehors. Il y a même un livre qui est sorti de Abbott en Grande-Bretagne qui analyse justement cette disparition des femmes des métiers de l'informatique. Et ce livre postule que la Grande-Bretagne a perdu des places dans la compétition mondiale sur l'informatique à cause de ce sexisme actif qui a fait que, donc au départ, il y avait beaucoup de femmes, puis la discipline monte en prestige, de plus en plus d'hommes s'y intéressent, on commence à avoir des discours, et on avait absolument les mêmes en France sur l'informatique c'est l'avenir, il faut former nos jeunes pour qu'ils deviennent les scientifiques de demain, enfin bref.
bon métier, bon emploi, bonne carrière, les hommes y vont en masse. Les femmes étaient déjà là. Donc en Grande-Bretagne, les femmes forment ces jeunes hommes qui arrivent, puis ils deviennent leurs chefs, puis ils les licencient. Donc elles ne se désintéressent pas. On les pousse dehors, on freine leur accès, on a des doutes sur leurs compétences, elles ont des travaux plus précaires, elles n'arrivent pas à se maintenir, elles ne font pas carrière. Dès qu'il y a un coup de tabac dans le secteur d'activité, c'est les premières à être licenciées ou c'est les premières à être plafonnées dans leur avancement. Alors ouais, au bout d'un moment, elles ont un doute. Et peut-être elles se disent « je serai plus heureuse ailleurs ». Et ma foi, j'ai interrogé des informaticiennes qui avaient bifurqué vers ce qu'on appelle les métiers périphériques, c'est-à-dire l'information, le marketing ou les RH. Alors certes, elles montaient en grade en allant dans ces métiers, mais ce ne sont jamais les métiers de production. Enfin, sauf si on est dans une boîte de formation, ce sont toujours en général les métiers périphériques au centre de l'activité de l'entreprise. Donc les seules possibilités de carrière qu'on leur a ouvertes étaient dans ces métiers de périphérie. Mais elle progressait quand même. Alors après, ça fait des discours, en gros, un peu des prophéties autoréalisatrices. On dit, regardez, au fond, elles n'aiment pas la technique. Vu que quand elles montent en grade, c'est pas dans la technique qu'elles vont. Oui, mais c'est les seules possibilités qu'on leur ouvre. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui reste au cœur du métier technique et on dit, ah, regardez. Alors, c'est l'exception qui confirme la règle. Et en plus, on l'utilise comme telle. On l'a trouvée extraordinaire, on la montre partout, elle va sur les plateaux, elle fait des interviews, elle est photographiée. Et puis on peut se dédouaner. Si, on en a une. Vous voyez à quel point on aime avoir des femmes, mais une seule suffit. Je me souviens d'un responsable d'équipe qui me dit « Bon, dans mon équipe, j'ai à peu près 50% de femmes. Moi, je regarde les chiffres et je lui dis 30%. Ouais, enfin, 30%, c'est quasi la parité. Non, 30%, c'est 30%. Et 30%, c'est déjà pas mal, parce que j'en connais plein. Oui. Dans ma thèse, je fais une auto-ethnographie où je parle de mon conjoint, en réalité, qui travaille dans une équipe pour une GAFA et qui est extrêmement homogène. Et là, il n'y a pas une seule femme. Hein, donc, c'est vrai que ça paraît un peu difficile. Et c'est vrai que les hommes voient de plus en plus d'hommes autour d'eux et commencent à penser qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui a une faiblesse intellectuelle liée à la biologie. Donc, on voit aussi beaucoup de thèses circuler autour de ce type de fantasme. Et c'est vrai qu'ayant fait vraiment une très longue recherche sur toutes les causes possibles du manque de femmes en informatique, je peux affirmer que ce n'est pas du tout du côté intellectuel, performance ou même cognition. Tout ça peut être facilement... Ou hormones, voilà. Mais beaucoup plus d'ordre social. Parce que du coup, la biologie n'a rien à voir là-dedans ? Non, la biologie n'a rien à voir là-dedans. Ou alors, ça voudrait dire que la race des femmes a muté depuis les années 80. Oui. Hein, parce que vu qu'elles étaient... pas majoritaires, ça reste des sciences et techniques, mais nombreuses, la seule explication, si c'est la biologie, c'est qu'on connaît une mutation de l'espèce. Dans ce cas-là, qui est une espèce de révolution dans le domaine de la biologie. Il faut vraiment faire une enquête dessus. Et donc, l'autre chose, c'est que... Enfin, c'est vrai que les femmes qui arrivent à s'accrocher et rester et un peu survivre en informatique ont tendance à avoir des personnalités assez homogènes. J'avais fait une recherche dans ma thèse sur les femmes qui travaillent dans le métier et j'avais demandé de prendre un outil qui est assez critiquable, qui s'appelle le MBTI, mais qui est vraiment utilisé dans l'orientation, l'éducation et les ressources humaines. Et donc, quand j'ai pu comparer celle des femmes en informatique comparée à un autre groupe qui était à 93% d'hommes, les hommes sont beaucoup plus hétérogènes, ils ont beaucoup plus de variété de personnalités et les femmes se retrouvent extrêmement poussées sur un aspect de leur personnalité qui est ce qu'on appelle le côté de l'intuition, mais pas de l'intuition dans le sens où je crois mon intuition, c'est surtout sur leur positionnement vis-à-vis des règles et un très fort scepticisme vis-à-vis des règles et donc des normes, des stéréotypes et une capacité à considérer d'autres facteurs avant d'appliquer les règles dans leur manière de raisonner. Et donc, elles étaient moins susceptibles à écouter ou même suivre les normes sociales qui leur disaient que peut-être il valait mieux aller ailleurs, voilà, aller devenir médecin
informaticien plutôt qu'informaticien. Donc si je vous suis, c'est pas facile d'être une femme dans une école informatique. Vous pouvez d'ailleurs en parler puisque vous parlez tout à l'heure de l'école 42. Oui, je crois qu'il ne serait pas très content parce que je n'ai pas dit que très bien, alors on évitera de les... Non, mais je peux en parler parce que c'est... Juste pour dire qu'en fait, on peut comprendre aussi qu'une femme n'ait pas envie de s'infliger une situation comme celle qui a pu avoir lieu, visiblement, à l'école 42. Pour moi, j'ai jamais eu de ce problème. Enfin, avant de faire mon doctorat, j'avais quand même passé 20 ans dans différentes startups. J'ai travaillé dans les universités. Et personnellement, moi, j'ai pas eu plus de sexisme dans le milieu informatique que dans le milieu académique. Hein. Donc, je pense qu'il y a... C'est pas un exemple. Je sais que c'est pas un très bon exemple. Non. Mais la plupart de mes collègues informaticiens sont des personnes absolument admirables, sensibles, ouvertes d'esprit. Peut-être qu'ils sont des hommes blancs dans la tranche d'âge et la classe sociale comme les autres, mais en même temps, ils ne contrôlent pas ça. Hein. Donc, je ne vais pas nécessairement dire qu'il y a un problème. Dans ma soutenance, par contre, c'est vrai qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit peut-être c'est un environnement qui est tellement horrible que les femmes n'ont pas envie d'y aller. Mais de nouveau, je réitère, c'est un métier d'avenir. Donc, c'est un métier où il y a du travail, le travail est intéressant. On fait des choses qui sont utiles. On fait plein de choses différentes. C'est beaucoup de travail d'équipe. Hein. On ne travaille pas tout seul devant un écran. Il y a plein d'autres emplois où on est devant un écran de toute façon. Donc, c'est même pas ce côté inerte, immobile, qui pourrait vraiment être un problème. Enfin, il y a rien dans la profession elle-même qui la rendrait inapte à une femme à pratiquer. De nouveau, c'est vrai qu'il peut y avoir la bro culture, comme on dit, qui est la culture de l'hégémonie masculine qui semble être plus présent dans le milieu des jeux vidéo. Sinon, ce serait plus de s'organiser avec des réunions, par exemple, qui commencent à 20h, avoir des projets qui doivent être livrés avec des délais très courts où il faut travailler tout le week-end. Et ça, c'est plus pour moi une réflexion du hacker culture qu'une réflexion de l'informatique en lui-même. L'informatique bien gérée n'a absolument rien de problématique pour les femmes ou les parents. Bien même. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de médecine. Je fais le pari, je n'ai pas étudié c'est vrai qu'ils ont des arrêts horribles. La culture des facs de médecine est beaucoup plus machiste, insultante, vulgaire que la culture des informaticiens. En médecine, 60% de femmes. Donc, c'est même pas nécessairement une question de proportion. En tout cas, médecine, c'est un peu la preuve. Sur ces histoires de longues heures travaillées, infirmière, c'est un vrai métier de mec. Infirmier, on travaille la nuit et les week-ends, faut porter de lourdes charges, c'est salissant, c'est dangereux et c'est des fortes responsabilités. C'est un vrai métier d'homme. Informatique, c'est un métier pas dangereux, pas salissant, où on porte pas de charges, on peut même travailler de chez soi. C'est un vrai métier de fille. On est sur des représentations. C'est-à-dire que les femmes, on leur dit « Ah ouais, non mais c'est vrai que dans l'informatique, ça va être compliqué à cause des réunions le soir. » Et on dit pas aux infirmières « Avec ta famille, comment tu fais avec les gardes de nuit ?» Elle est infirmière, elle se débrouille, c'est normal, c'est un métier de femme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les femmes sont renvoyées, soi-disant à leur incapacité ou leur difficulté à évoluer dans des métiers d'hommes, sachant qu'en fait, le problème, c'est qu'on dise dans des métiers d'hommes. Et alors, par contre, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. On a vu récemment fleurir pas mal d'initiatives pour inciter les femmes à aller donc coder, à aller dans ces métiers-là. Même au nom très évocateurs, Code for Women, Women Who Code, Code Like a Girl, Women in Tech et plein d'autres initiatives. Est-ce que ça n'entretient pas justement l'idée que le code, à nouveau, est genré et qu'il faudrait absolument créer des espaces féminins pour apprendre aux femmes à coder parce qu'elles auraient besoin d'apprendre différemment des hommes en raison de leurs aptitudes particulières? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça entretient cette réalité ou ce mythe selon votre point de vue? C'est très compliqué en fait de savoir par quel bout faut prendre le truc. Par exemple, effectivement, si vous vous amusez à peindre l'informatique en rose en disant l'informatique c'est super girly, venez les filles, ça va vous plaire, vous êtes en train de créer une espèce de sous-informatique qui serait l'informatique pour filles, ce qui ferait que le reste de l'informatique deviendrait par conséquent l'informatique pour hommes, et que les filles seraient bienvenues à condition qu'elles ne fassent que l'informatique pour filles. Donc ça, c'est le mauvais côté des choses. Beaucoup de ces initiatives ne font pas d'informatique pour filles. Elles font de l'informatique, mais pour aider... Quand on est une fille, on se dit qu'on va faire de l'informatique, en général, on imagine qu'on va rentrer dans un monde où on va être 2%. Là, l'avantage, c'est qu'on imagine arriver dans un monde où on va être que des filles. Et il y a déjà une chose qu'on n'aura pas besoin de gérer. Quand je disais la médecine, par exemple,
qui est probablement plus machiste de culture. Si vous arrivez actuellement dans une filière informatique où il y a, mettons, 110 personnes et qu'il va y avoir 8 ou 9 filles, ou peut-être 12 filles si vous êtes une année où il y a de la chance, donc sur les 100 garçons, s'il y en a juste 2 qui sont imbuvables, comme vous êtes 10, ça vous pourrit la vie. Et les 95 autres vont être sympas mais pas solidaires, parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils le seraient, ils ne comprennent pas que c'est un système, et ils ne voient pas pourquoi une blague de temps en temps, eh ben, c'est un problème. Sauf que pour ces filles ultra minoritaires, c'est pas une de temps en temps, c'est âgé continu, parce qu'ils sont 100 et qu'elles sont 10, quoi. Ce genre d'initiative, évidemment, ça rappelle que pour les filles c'est compliqué, sinon elles n'existeraient pas, on est d'accord, mais en même temps, c'est aussi un message pour dire, non mais on vous veut, il y a de la place pour vous, vous êtes importante pour nous, il faut que vous veniez. Alors, ouais, on est sans arrêt sur ces 2 tableaux, est-ce qu'on renforce pas les stéréotypes en mettant le doigt dessus, est-ce qu'on les fait pas advenir en voulant les déconstruire? Si on dit rien, on prétend qu'ils n'existent pas et on comprend pas pourquoi il y a un problème, ça doit venir de nous, enfin, on tourne sans arrêt en rond. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut faire feu de tout bois, du moment qu'on peint pas tout en rose, parce que là effectivement c'est juste contre-productif. Est-ce que la solution c'est finalement ces quotas? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir 50% de femmes dans les postes de développement informatique? Est-ce que c'est réaliste puisqu'il y a moins de femmes dans ces filières? C'est ce qu'on vient de voir. Alors moi j'ai un discours très très clair et un peu provocateur sur les quotas. À la sortie du bac S, les femmes ont plus de mentions que les hommes. Donc, alors elles sont un peu moins nombreuses, 45-55%, c'est pas beaucoup moins nombreuses, mais en tout cas elles ont de meilleurs résultats. Aujourd'hui, je fais le pari que si on met un quota dans une école d'informatique, on monte le niveau. Alors, j'insiste là-dessus parce que souvent quand on parle de quota, on dit « Ah oui, mais alors si on met un quota, on risque de baisser le niveau de l'école. » Ah mais non, à la sortie du bac, les filles sont meilleures. Deuxièmement, quand je vais dans une école d'informatique, devant moi, j'ai donc en gros 90% d'hommes pour 10% de femmes. Je fais tout mon speech sur les stéréotypes, l'influence, l'orientation, etc. Donc à la fin, on est à peu près tous et toutes d'accord. Et je dis bon, donc, puisqu'il n'y a pas de cerveau rose et pas de cerveau bleu, si le jeu était fair play, devant moi, je devrais avoir 50% d'hommes et 50% de femmes. C'est qui les 40% d'hommes qui sont là grâce à une discrimination positive envers eux? À l'école 42, actuellement, il n'y a pas de quota. Donc, il y a plein de gens qui passent la première étape de l'examen. Ils ouvrent les enregistrements pour les piscines et ça se remplit en 2 jours. Donc, 2700 places, pouf, disparaît plus ou moins du jour au lendemain. Donc, il y a discussion que 30% des piscines seront réservées, je crois, pour quelques semaines, pour que les filles aient le temps de s'inscrire, et puis ce sera ouvert, si les places ne sont pas prises, aux autres. Voilà, c'est le seul niveau de quota, par exemple, que l'école 42 va mettre en place. Bien sûr, il y a plein de légendes urbaines autour, comme quoi les filles sont favorisées. Hein, que si tu as une fille qui y va, bien sûr, on va te prendre. Qui n'est pas vrai du tout. Moi, on me l'a confirmé à plusieurs reprises. Donc, les filles qui arrivent à 18 ans, il faut avoir entre 18 et 30 ans normalement. La fille qui arrive, d'après ce système, elle va passer la même piscine que le garçon. Hein, mais le garçon, si c'est comme mon fils, il a tout un petit réseau de copains avec qui il passe tout son temps en ligne, il s'échange des tuyaux, il se donne des informations sur comment hacker la sécurité parentale, par exemple, de leur ordinateur, des trucs comme ça. Et ils arrivent à accumuler un savoir-faire qui est assez considérable juste en bidouillant de leur côté. Et donc, à 18 ans, quelqu'un qui a pu s'épanouir avec un ordinateur personnel dans la chambre, qui avait accès à des consoles, et les parents allaient chercher des jeux un peu plus intéressants. Par là, quand je parle des jeux intéressants, je ne parle pas des jeux pour garçons dans le sens FPS. Je parle qu'il y a plein de jeux absolument magnifiques qui se trouvaient dans la liste des jeux favoris des garçons, mais il n'y en avait pas un qui se trouvait dans la liste des filles. Par contre, c'est des jeux qui sont absolument appropriés pour tous les enfants. La fille et le garçon qui arrivent pour faire cette piscine n'arrivent pas avec le même soutien. En réalité, c'est vrai que ça a été une discrimination positive pour le garçon, plus ou moins pour 18 ans, avant d'être dans cette position. Donc c'est vrai que je ne cache pas que moi, non seulement je suis pour les quotas, je suis aussi pour la discrimination positive après, qui n'est pas le cas. Et ça, en France, ça passe pas du tout. Hein, je cache pas. Mais il faut arrêter de l'appeler discrimination positive. Oui. C'est-à-dire que quand on est à égalisation, quand on est à 10,90, si par hasard on favorise l'arrivée des filles pour qu'elles passent de 10% à
20%, j'ai quand même pas l'impression qu'on est en train de tordre le bras terriblement aux chiffres, quoi. Voilà. On n'est même pas dans une tentative d'égalisation, on est en train d'essayer de rattraper toute une routine qui a favorisé les garçons, mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont favorisés, ils ont le sentiment qu'ils sont normaux. Et qu'elles le sont pas et elles n'arrivent pas au niveau. Alors, et surtout qu'elles prennent leur place. Et qu'elles prennent leur place. Ça, c'est là. Une remarque souvent faite à ce sujet-là, c'est de dire, en même temps, est-ce qu'il ne faut pas plutôt choisir la personne qui est compétente, peu importe son genre? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et quand bien même, allez, on joue le jeu, quand bien même, faites des tests de CV à l'aveugle. Moi, j'ai vu comment on traumatise tout un ensemble de scientifiques, pour le coup de biologistes, où on les sépare en deux, on leur donne 2 CV anonymisés, on a Adam et on a Sarah, et on leur demande d'évaluer Adam et Sarah. En fait, c'est les mêmes CV. Donc, ils évaluent les CV, on demande à quel grade vous embauchez cette personne, et donc à quel niveau de salaire, et est-ce que vous lui donnez du coaching parce que vous pensez que cette personne ira loin? Eh ben, on embauche Adam à un niveau plus haut, on lui donne du coaching parce qu'en plus, il ira très loin, évidemment, on va le payer plus cher. Puis après, vous réunissez tout le monde et vous dites, voilà, c'était les mêmes CV. Donc, ils se replongent dans leur CV et puis il y en a un qui lève le nez et qui dit, ah non, mais c'était pas les mêmes CV. Si. Donc, ils regardent et puis un autre qui lève le nez en disant, mais c'était pas les mêmes CV. Pensez connaître le sel de la personne fait lire le CV différemment et bien sincèrement, sous leurs yeux, ils sont convaincus que le même CV est différent. Et qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc même de dire à compétence égale, déjà, le jeu est faussé parce qu'on ne voit pas les compétences des hommes comme les compétences de femmes. Et ensuite, à compétence égale, c'est-à-dire pour le coup, regardons les mentions au bac S, on va prendre plus de femmes que d'hommes. Mais tous ces savoirs implicites que l'on gagne tout au long du temps, et puis aussi toute cette confiance en soi, ce sentiment d'être à sa place ou ce sentiment d'être illégitime, ça se mesure pas sur des notes. Et ça apparaît au moment où est-ce que je me sens légitime, est-ce que j'y vais et est-ce que je tiens bon? C'est-à-dire qu'il y a Carnegie Mellon aux États-Unis, ils se sont aperçus qu'ils avaient 2 fois plus d'abandon de femmes que d'hommes. Ils avaient déjà beaucoup moins de femmes, et les femmes abandonnaient 2 fois plus que les hommes, alors que les notes ne semblaient pas en lien. C'est pas qu'elles échouaient. Et en fait, dans leur discours, elles disaient « Ouais, en fait, je me suis trompée, c'est pas la bonne orientation. » Mais au fond, c'est qu'elles avaient le sentiment qu'elles n'étaient pas à leur place et qu'elles seraient mieux ailleurs. Parce qu'elles étaient dans un environnement qui leur envoyait des signaux continuels sur le fait que c'était un métier d'homme. Et donc, au bout d'un moment, elles avaient le sentiment qu'elles étaient illégitimes. Alors, pour corriger le tir, ils ont fait plein de choses, mais dont une chose très maligne, ils ont fait des cours sur le genre. C'est-à-dire, ils ont fait des cours aux garçons et aux filles pour leur expliquer ce mécanisme qui favorise les garçons et qui défavorise les filles. Comme ça, les garçons commençaient à comprendre que si on soutenait les filles, c'était parce qu'il y avait un long travail de sable qui avait tendance à les pousser dehors, et les filles comprenaient que ce sentiment d'illégitimité qui grandissait en elles ne venait pas d'elles, mais venait bien des informations qu'elles obtenaient dans leur environnement. Du coup, c'est moins un désintéressement qu'un découragement, finalement, dont vous parlez pour expliquer la moindre présence des femmes et leur désintérêt, qui en tout cas on semble voir un désintérêt pour le code, mais c'est plutôt qu'elles sont découragées de s'intéresser. Surtout qu'il y a probablement autant de femmes qu'avant, c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Voilà. Et puis, comme on dit aussi, les femmes s'autocensurent. Non, c'est pas une autocensure, c'est une censure sociale qui, au bout du compte, donne aux femmes le sentiment qu'elles n'ont pas leur place, et donc oui, elles vont douter. Et dans les discours, ça ressemble à de l'autocensure. Faut pas oublier qu'avant, on a un système qui les amène à produire ce genre de discours. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va terminer le podcast sur cette phrase, sur cette conclusion. Cet épisode de Club Internet touche à sa fin. Je vous remercie Isabelle Collet et Frédéric Krupa d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venus. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Tout à fait. C'était un plaisir. C'était un plaisir également. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à nous donner votre avis sur cette nouvelle saison qui commence du podcast, sur les réseaux sociaux de Numérama ou sur mon propre compte Twitter, Le Sage Nelly. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Club Internet pour débattre sur un autre sujet mirobolant de la tech.